Bonjour à toutes et à tous, exercice 3 sur le polyscalaire et déterminant dans le domaine des complexes. Vous trouverez le polycopier en format PDF dans le descriptif de la vidéo, un lien vers mon nouveau blog où j'essaye de mettre quelques documents. L'énoncé de cet exercice, donc le plan complexe est toujours muni d'un repère orthonormé direct, O, vecteur U, vecteur V. On considère le point A d'affixe ZA, un point B d'affixe ZB égale 2ZA au carré, et puis un point S d'affixe ZS égale ZA plus ZB. Partie A, question 1, montrer que BOAS est un parallélogramme. Question 2, on suppose que ZA égale 1 moins 2I. Petit a, calculer ZB et ZS sous forme algébrique. Petit b, réaliser une figure représentant le parallélogramme BOAS. Calculer l'aire du parallélogramme BOA. Voir le rappel. Le rappel, ce sera tout en bas de la page. Partie B, on suppose que ZA égale exponentialité où T appartient à l'intervalle moins pi plus pi. Et de ce fait, vous devriez savoir que le point A appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Alors, question 1, exprimer ZA, ZB sous forme algébrique en fonction de petit t. Question 2, on pose vecteur W égale vecteur A et vecteur W' égale vecteur OB. Justifier que le déterminant des vecteurs W, W' est égal à 2 sinus t. Question 3, pour tout réalité de l'intervalle moins pi plus pi, fermé en moins pi, fermé en pi, f de t est l'aire du parallélogramme BOA. Petit a, exprimer f de t en fonction de t, pour tout réalité de l'intervalle moins pi plus pi. Petit b, montrer que f est une fonction paire. Petit c, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 pi, fermé en 0, fermé en pi. Petit d, dresser le tableau des variations de la fonction f sur moins pi plus pi. Et petit e, tracer la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle moins pi plus pi. Toujours fermé en moins pi, fermé en pi. Alors, le rappel, c'est que l'aire du parallélogramme BOAS, c'est égal à valeur absolue du déterminant des vecteurs A ou B. Alors, pour cela, je vous ai indiqué la vidéo dans laquelle j'ai fait le cours sur le polyscalaire et déterminant où on a vu comment calculer l'aire d'un parallélogramme. Dans cette vidéo, dans le descriptif, vous aurez le polycopier ou alors vous allez sur mon blog. Correction, exercice 3, la partie A. Premièrement, montrer que BOA est un parallélogramme. Alors, le point A pour affixe ZA, ce qui veut dire que le vecteur A aussi pour affixe ZA. Le vecteur BS a pour affixe ZS moins ZB, c'est-à-dire ZA plus ZB moins ZB, c'est-à-dire ZA. Et donc, les vecteurs A et BS ont la même affixe, donc ils sont égaux, et donc BOAS est un parallélogramme. Question 2a, calculer ZB et ZS sous forme algébrique. Alors, on sait que ZB égale 2ZA au carré d'après le texte. Donc, ZB, ça va être 2 facteurs de 1 moins 2i au carré. On va développer. Donc, ZB, c'est 2 facteurs de 1 moins 4i plus 4i carré. Bon, ici, je suis pas allé trop vite. I carré égale moins 1, bien sûr. Et donc, 4i carré, c'est moins 4 plus 1. On va obtenir moins 3. Et donc, ZB va être égal à 2 facteurs de moins 3 moins 4i, ce qui est tout simplement ZB égale moins 6 moins 8i. Alors, pour calculer ZS, comme on nous dit dans l'énoncé que c'est la somme de ZA et de ZB, ça va nous donner ZS égale 1 moins 2i moins 6 moins 8i. Et donc, ZS égale moins 5 moins 10i. Question 2b, réaliser une figure représentant le parallélogramme BOAS, calculer l'aire du parallélogramme BOAS. Alors, évidemment, la figure que j'ai réalisée sous GeoGebra. Alors, GeoGebra nous donne quand même l'aire du quadrilatère, peut donner aussi des valeurs des longueurs. Alors, ici, la distance AS est exacte, ça donne 10. Par contre, la distance BS, GeoGebra donne qu'une valeur approchée. Vous pouvez vous entraîner à recalculer évidemment ces distances-là. C'est plus simple de calculer la distance OB, et
puis de calculer aussi la distance au A, vu qu'on connaît ZA et ZB, il suffit de calculer leur module. Bon, on va essayer de démontrer qu'effectivement, l'aire du parallélogramme BOAS que j'ai choisi là vaut 20. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le vecteur A? C'est 1, moins 2 ici, et le vecteur B, c'est moins 6, moins 8 au niveau des coordonnées, vu ce qu'on a fait comme calcul précédemment au niveau des affixes. Et donc, le déterminant du vecteur A ou B, c'est l'abscisse du premier vecteur multiplié par l'ordonnée du deuxième vecteur, moins l'ordonnée du premier vecteur multiplié par l'abscisse du deuxième vecteur. On trouve moins 8, moins 12, on trouve moins 20. Mais comme on sait que l'aire du parallélogramme BOAS, c'est la valeur absolue du déterminant des vecteurs A et B, on obtient bien que l'aire du parallélogramme BOAS est égal à 20. C'est joli, 20. C'est une bonne note. Partie B, exprimer ZA, ZB sous forme algébrique en fonction de petit t. Donc on a ZA qui est égal à exponentialité, et donc directement ZA c'est cosinus t plus 6 sinus t. Alors c'est la forme trigonométrique, mais c'est aussi la forme algébrique, puisque on a la partie réelle cosinus t plus 6 fois la partie imaginaire sinus t. Alors pour ZB, j'ai oublié d'écrire ici. ZB c'est 2ZA au carré, donc ZB c'est 2 exponentialité au carré. Et on sait qu'à ce moment-là, ZB c'est 2 exponentielle 2IT par formule sur l'exponentielle. Exponentielle A à la puissance B, c'est exponentielle A fois B, que les nombres A et B soient complexes ou réels, peu importe. Et donc on va pouvoir dire que ZB c'est 2 cosinus 2t plus 2i sinus 2t. Question 2, justifier que le déterminant des vecteurs W et W' est égal à 2 sinus t. Alors je vais vous montrer deux méthodes. Parce que ici, évidemment, on a tendance à se dire, tiens, on va travailler avec le déterminant. Et avec ce qu'on sait sur le déterminant, mais bon. Bon, bref. Le vecteur W est égal au vecteur A, donc le vecteur W, ses coordonnées, c'est cosinus t, sinus t. Le vecteur W', c'est le vecteur B, donc W' a pour coordonnées 2 cosinus de t, 2 sinus de t, d'après ce qu'on a fait précédemment. Et donc le déterminant des vecteurs W', c'est cos t multiplié par 2 sinus de t, que j'ai écrit 2 sinus de t cos t, moins 2 cos t multiplié par sinus t, que j'ai écrit moins 2 cos t, facteur de sinus t. Bon, en fait, dans ce genre de calcul, vaut mieux, comme il y a deux angles de t et t, il vaut mieux mettre toujours le même angle en premier, selon moi. Et donc, en mettant 2 en facteur, le déterminant des vecteurs W', c'est 2 facteurs de sinus 2t cos t moins cos 2t sinus t. Et là, il faut penser aux formules de trigonométrie. Alors, pour des gens comme moi, qui étaient lycéens dans les années 70, pardon pour mon âge, c'était presque un réflexe, mais pour vous, pour la génération des années 2020, bon, on travaille plus beaucoup quand même les formules de trigonométrie en classe de première comme de terminale, il n'y a pas trop eu le temps. Et donc, faut y penser. Sinus A moins B, c'est sinus A cos B moins cosinus A sinus B pour toi L A et B. Donc, le déterminant des vecteurs W' est égal à 2 sinus T. Je fais juste une petite remarque, c'est que connaissant les formules avec les complexes, et notamment sous forme exponentielle, on peut retrouver les formules de trigonométrie et même en créer d'autres. Je ferai ça dans une vidéo prochaine. Méthode 2. La méthode 2 va consister à utiliser le fait que le déterminant de deux vecteurs, W',
bah, il y a une formule qui nous dit que c'est norme de W' et sinus de l'angle orienté W'. Alors, est-ce que le calcul est possible? Parce que parfois, il y a une méthode, on y pense, c'est bien d'y penser, ça marche pas forcément. Bah, ici, ça va marcher. Allez, le vecteur W, bah, c'est le vecteur OA, donc sa norme, c'est la distance OA, c'est aussi le module de zeta, et donc module d'exponentialité, ça fait 1. Alors, pour la norme du vecteur W', qui est égale à la distance OB, la fixe du point B, c'était ZB, évidemment, mais c'est aussi 2ZA au carré, donc ça va donner 2 modules de ZA carré, et par formule sur le module, ça donne 2 modules de ZA au carré, et comme le module de ZA, on vient de le calculer, il vaut 1, 1 au carré, ça fait 1, fois 2, on obtient 2. Et puis, pour l'angle orienté des vecteurs W', on peut dire que c'est l'angle orienté UW' moins UW à 2 pi près à chaque fois. Alors, on sait que c'est 2t l'angle qui est associé, enfin la mesure de l'angle UW' à 2 pi près, puisque nous avions pour le vecteur OB, rien que cette expression-là vous donne 2t, mais on avait mieux, puisque on avait ZB égale 2 exponentielle 2it, donc c'est 2t en argument de ZB. Moins UW, bah, on sait qu'une mesure c'est t, donc 2t moins t d'après la relation de Chasles, ce que j'ai écrit ici, ça donne t. Voilà, je suis peut-être allé un peu vite et il n'y a plus trop de place pour rédiger. C'est la bonne excuse. J'espère que j'ai pas été trop abusif. Allez, déterminant des vecteurs W', donc on a dit que c'était norme de W, norme de W', sinus de l'angle orienté de ces deux vecteurs. Et donc en remplaçant, on obtient 1 fois 2 fois sinus t, ce qui nous donne 2 sinus t. On retrouve évidemment le résultat de tout à l'heure, ce qui est plutôt rassurant. Question 3b, montrer que f est une fonction paire. Alors, pour tout réel t de l'intervalle moins pi plus pi, fermé en moins pi, fermé en pi, f de t, c'est l'aire du parallélogramme BOS. Donc, ça veut dire que f de t, c'est la valeur absolue du déterminant de W', mais donc f de t, c'est valeur absolue de sinus t, ce qui veut dire aussi que f de t, c'est 2 valeurs absolues de sinus t. Alors, j'ai pris une fonction relativement simple, j'aurais pu essayer de créer un exercice un peu plus compliqué, mais bon, ça permet de revoir un certain nombre de choses, notamment la parité, parce que c'est au programme 2 secondes en France, mais on l'utilise peu et après on n'en parle pas beaucoup. Alors, j'espère que ce que j'ai écrit ici va vous parler. L'ensemble moins pi plus p est centré en 0 en fait. Ça veut dire que si x appartient à l'ensemble de définition de la fonction, son opposé moins x y appartient aussi. Alors, j'avais utilisé la variable x, ici c'est plutôt la variable t. Et donc, si t appartient à moins pi plus pi, bah alors, moins t appartient à moins pi plus pi. C'est ça que ça veut dire, l'ensemble moins pi plus pi est centré en 0. De ce fait, pour tout réel t de moins pi plus pi, on va pouvoir comparer f de moins t avec f de t. Alors, f de moins t, c'est 2 valeurs absolues de sinus moins t. Donc f de moins t, bah, c'est 2 valeurs absolues de moins sinus t, parce qu'on sait que la fonction sinus est impaire, donc sinus moins t égale moins sinus t. Mais la valeur absolue de moins petit a, c'est aussi la valeur absolue de a, ce qui fait que f de moins t, c'est 2 valeurs absolues de sinus t, c'est-à-dire que f de moins t égale f de t, et donc on en déduit que cette fonction f est paire. Question 3c, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0π, fermé en 0, fermé en pi. Alors pour tout réel t de l'intervalle 0π, f de t qui est égal à 2 valeurs absolues de sinus t a priori, bah sur l'intervalle 0π, sinus t il est positif. Donc j'ai ajouté à l'écrit ce que je viens de dire à l'oral, ce qui permet de dire que f de t c'est tout simplement 2 sinus t. Alors, on connaît bien les variations de la fonction sinus, multiplié par un nombre positif strictement 2, bah, ça va nous donner les mêmes variations. Donc, f qui est égal à 2 sinus sur l'intervalle 0π, attention.
Donc f a les mêmes variations sur 0π que celles de la fonction sinus sur 0π, qui sont connues. Et donc, on va pouvoir dire que, j'ai pas utilisé de dérivée ici, vous voyez, que la fonction de petit f est strictement croissante sur l'intervalle 0π sur 2, fermé 0, fermé π sur 2. F de 0, c'est 2 sinus 0, c'est 0. F de π sur 2, 2 fois sinus π sur 2, ça donne 2. Et puis f de π, ça donne aussi 0. Et puis cette fonction f est strictement décroissante sur π sur 2π. Question 3D, dresser le tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle moins π plus π, fermé en moins π, fermé en π. Alors, on rappelle que la fonction f est paire, ce qui permet, à partir du tableau de variation de la fonction f sur 0π, d'obtenir le tableau de variation de la fonction f sur moins π plus π. Et la parité nous donne, évidemment, ces variations-là. Bon, c'est pratique qu'elle soit paire, ça évite d'étudier les variations de la fonction f sur moins π0 par exemple. Voilà. Tracer la courbe représentative de la fonction de petit f sur l'intervalle moins π plus π. En fait, j'ai utilisé GeoGebra avec un fichier que je vais vous faire voir tout à l'heure. Et donc, en fait, on obtient voilà, cette courbe. Ce qui fait que, bon... Évidemment, f est continue sur moins π plus π, mais on devrait pouvoir conjecturer que cette fonction f n'est pas dérivable en 0, puisque ici, il y a ce qu'on appelle un point anguleux. La cerise sur le gâteau, une animation avec le logiciel GeoGebra. Donc, j'ai créé un curseur, vous voyez dans le graphique 2, un curseur T qui va varier entre moins π et plus π. Et puis, dans le graphique, la zone graphique, j'ai placé un point A d'un fixe exponentialité. On va le vérifier en faisant apparaître le lieu du point A quand t varie, c'est le cercle de centraux et de rayon 1 en fait. Le point B qui est en fait tracé grâce à la formule ZB égale 2ZA au carré. Alors je vais essayer de les voir dans la fenêtre algèbre. Oui, vous avez un point A qui dépend de t, c'est exponentialité. Le point B, j'ai mis carrément 2A carré parce que pour GeoGebra, là, c'est un nombre complexe. Alors, le lieu du point B, on va le voir. Voilà, en fait, le point B, on pourrait démontrer qu'il décrit le cercle de centroïde de rayon 2, mais il le décrit 2 fois. Et puis, on verra tout à l'heure pour le point S parce que c'est plus compliqué. Et donc, petite animation pour le plaisir des yeux. Ah, ça me fascine, moi. Logiciel, j'avais connu ça quand j'étais jeune. Bon, alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de placer t en π sur 2 et en moins π sur 2, où on a une valeur maximale. Alors, j'ai créé en fait l'angle qui correspond à petit t. Petit t est en radian, donc on multiplie par 180, on divise par pi et on obtient l'angle en degrés. Et puis, je vais quand même vous faire voir propriété du curseur, s'il veut bien venir. Voilà, donc je l'ai créé le curseur avec un minimum moins pi plus pi, mais surtout c'est l'incrément qui est intéressant. Quand vous faites ce genre de choses, si vous en faites, je vous conseille un incrément de pi sur 180 qui va vous donner une animation en fait à la marque de degré en degré. Ce qui fait que quand j'ai 41 degrés, ici, je sélectionne le curseur, il a bougé un peu, donc je varie de 1 degré en 1 degré, ce qui quand même permet de voir plein de choses. Donc, allons voir les valeurs, 90 degrés, donc pi sur 2, donc là, on a le point M qui s'est mis en un point que j'ai appelé H, qui est en fait le maximum
de la fonction f entre 0 et pi, c'est comme ça qu'on peut le définir. J'espère que c'est comme ça que j'ai défini d'ailleurs. Voilà, l'instruction GeoGebra, max de f entre 0 et pi. Même chose pour le point G, sauf que je l'ai pris entre moins pi et 0, évidemment. Et là, on s'aperçoit que notre fameux BOA, bah, c'est en fait un rectangle. C'est un rectangle, c'est un programme particulier, un rectangle qui a pour mesure 1 et 2. C'est-à-dire que c'est un domino. Ah, les dominos. Qu'est-ce que j'aimais jouer avec mes parents. Et donc, en moins pi sur 2, on va y arriver bientôt, voilà, moins 90 degrés, ben c'est encore un domino, alors c'est le symétrique du précédent par rapport à l'axe des abscisses, mais voilà. Alors je rappelle que là, ce que j'ai appelé là, c'est le lieu du point A, en fait, et le B, le lieu du point B. Ouais. Alors, si on voulait voir un petit peu le problème de dérivabilité en zéro ici, bon, je vais pas le faire parce que il faudrait créer d'ailleurs la fonction, je suis même pas sûr de l'avoir créée, cette fonction-ci quand même. Et donc, bah, il faudrait créer la tangente au point M, alors pourquoi pas, après tout. Tangente en M à la courbe de F. Donc voilà, alors, dans la fenêtre algèbre, ça s'appelle G, c'est pas terrible pour une tangente, on va l'appeler TM. On va peut-être choisir une petite couleur sympathique, je sais pas trop d'ailleurs, quoi. Elle est un coup de rose, non, rose c'est peut-être pris, elle est un coup d'orange pour l'instant. Voilà, avec une orange tout s'arrange. Et puis, bah voilà, on a le sentiment que la fonction f possède une tangente en beaucoup de points en tout cas, et puis là, arrivé en haut, évidemment, même GeoGebra ne veut pas la tracer, hein, donc c'est qu'il y a un problème. Mince. Voilà, donc on a le... On va bien en zéro si on peut. Et voilà. Donc il y a une demi-tangente en fait à droite au point haut, une demi-tangente à gauche, et elles n'ont pas la même direction. L'une a un coefficient directeur strictement positif, l'autre a un coefficient directeur strictement négatif. Oui. Et donc bah, la fonction f n'est pas dérivable en zéro. Alors ce que je voudrais vous faire voir aussi, c'est en fait le lieu du point S là. C'est intriguant ce point S qui se balade, ce serait bien de savoir. Alors même chose, hein, ça s'appelle le lieu de S dans la fenêtre algèbre avec comme pilote le nombre T, on va l'afficher. Oula, plutôt joli quand même ce lieu. Drôle de courbe. Alors c'est une courbe, on va voir, qui va être paramétrée par petit t. Alors les courbes paramétrées faisaient partie des programmes de Matsup notamment pendant longtemps. Alors à l'université, je ne sais pas s'ils les enseignent encore. Alors ça dépend des universités parce que les universités, en tout cas en France, n'ont pas toutes le même programme. J'ai enlevé le lieu de A et de B pour qu'on voit mieux ce lieu du point S. Ah, c'est rigolo, hein. Alors j'ai mis en fin de polycopier donc ce complément avec les lieux géométriques des points ABS, hein, lorsque t décrit moins pi plus pi. Et... alors en fait, voilà ce qui se passe, c'est que ZS c'est ZA plus ZB, donc on peut écrire ZS sous la forme cosinus t plus i sinus t plus 2 cos t plus 2 i sinus de t, ce qui fait cosinus t plus 2 cosinus de t, qui est la partie réelle, et puis la partie imaginaire, sinus t plus 2 sinus de t. Donc on dit que LS, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que bah, x est égal à cos t plus 2 cos de t, et y est égal à sinus t plus 2 sinus de t, où t décrit l'intervalle moins pi plus pi. Alors avec GeoGebra, on peut demander à ce que GeoGebra nous trace la courbe définie ainsi. Bon, je vais pas le faire puisque c'est plus au programme de sup a priori, mais bon.
comme il y a parfois des gens qui suivent peut-être d'autres pays, peut-être que vous aurez des cours paramétrés à votre programme, peut-être même des courbes définies avec des équations polaires, enfin bon. Et donc voilà comment on l'écrit en général, un système un peu avec deux égalités et puis le paramètre. Et on dit que c'est une représentation paramétrique de la courbe paramétrée. Yes. Bon, ça ne devrait pas trop vous choquer puisque en terminale, si vous avez fait de la géométrie, notamment de la géométrie dans l'espace, on a même des représentations paramétriques avec 3 coordonnées, notamment pour les droites de l'espace. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée pour moi. Je commence un peu à fatiguer, 4 vidéos dans la journée là. Je remercie les 2 personnes, notamment j'ai vu sur mon téléphone, je vais répondre à leurs commentaires, parce que ça fait plaisir d'abord d'avoir un retour. Et puis à ceux qui s'abonnent là, depuis quelques semaines où j'ai repris les vidéos. Ça m'encourage à continuer. Il me reste à vous souhaiter vraiment une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et puis que la force soit avec les étudiants qui rentreront bientôt. Il me reste à vous dire au revoir.